Bon, alors, on va passer au dernier sujet. La spécialité de Grégoire, se loger. Alors toujours pour économiser du temps, juste en quelques mots, l'ARP, c'est l'association qui accompagne le développement de l'éco-construction en Normandie. Donc à travers la promotion et le développement des filières de matériaux biosourcés locaux et de réemploi. Donc par exemple la paille, le chanvre, la terre, le lin, mais aussi le liège, le textile qui serait peut-être à valoriser localement. On a énormément de ressourceries qui font plein de travaux, bref, j'épilogue pas. Et qui, du coup, essayons aussi d'agir au niveau institutionnel pour que ça soit mieux considéré au niveau des régions. Donc ma demande à Grégoire, c'est bien sûr, comme toute bonne adresse, c'est à la Maison des Solidarités. Donc vous nous retrouverez là-bas, mais surtout sur Internet, vous avez la cartographie des professionnels de l'éco-construction qui peuvent vous apporter des solutions, des conseils, et puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on réfléchisse un peu ensemble à votre projet de rénovation, bien sûr. Mais beaucoup de choses ont déjà été dites, je ne veux pas prendre votre temps, et donc du coup, je crois qu'on s'était eu au téléphone il y a déjà... donc du coup, moi, ma question, c'est où est-ce qu'on en est du stockage temporaire du carbone, dont je sais qu'il a été très brûlante. Mais n'y réponds pas maintenant, parce que je pense qu'on va peut-être passer... Alors, on va rester dans la maison écologique. Bonsoir. Donc la Maison écologique, juste pour information, c'est un magazine qui paraît tous les 2 mois dans toute la France, que vous pouvez retrouver en kiosque, c'est-à-dire partout, ou sur toutes les bibliothèques de Caen-la-Mer. Voilà, qui a été fondé à Vire, mais voilà, qui est normand et voilà, qui est entièrement indépendant et édité par une coopérative depuis 19 ans. La maison écologique, c'est intéressant pour voir ce qui se passe notamment à l'étranger et toutes ces personnes qui rénovent, construisent et autoconstruisent de manière respectueuse de l'environnement avec en général des matériaux issus de filières locales et respectueuses. Voilà, je voulais justement appuyer sur ce point-là. J'ai vu que dans les projets dont voulait saisir la Convention citoyenne, il y avait beaucoup l'aspect de la rénovation énergétique. Donc c'est très important, vraiment, c'est clair. Par contre, je voulais juste dire de ne pas décorréler ça des problématiques, notamment de la santé, qui sont souvent trop peu mises en avant, et de la dépendance au pétrole, des différentes solutions conventionnelles appliquées aujourd'hui. Dépendance au pétrole dans les process de fabrication qui sont extrêmement gourmands, dans les formulations pétrochimiques d'un ensemble de matériaux, mais également cette dépendance aux matières premières. Et dans ce cadre-là, pour passer un petit message, on animera avec François le vendredi 27 mars à la bibliothèque, j'ai oublié le nom, la BMVR, voilà, de Tocqueville, pardon. Il y aura la projection d'un documentaire, Le Sable, enquête sur une disparition. Normalement, le réalisateur du documentaire devrait être là. Et on animera un débat sur ce sujet. Des propositions, oui, plusieurs. Et bien, je voulais aussi rapidement, j'essaie de faire vite, mais remercier Grégoire, parce que vraiment, je me dis qu'Emmanuel Macron il a eu beaucoup de chance de vous tirer au sort. Parce que depuis le début de la soirée, je suis impressionné déjà de voir que vous êtes à l'aise pour parler devant un auditoire et qui a l'air d'avoir un très bon état d'esprit chez cet homme-là. Voilà. Et non, mais ça, je trouve ça important de le souligner. Il a bien de la chance. Exactement. Et puis de donner de son temps voilà, sur ce moment-là. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est important d'avoir toujours à l'état d'esprit un peu une méthode, moi, que j'aime bien, des 3 C, CC, conserver et construire, qui permet d'imaginer un futur désirable. Et je voudrais juste dire qu'à un moment donné, les différentes politiques aujourd'hui qui ont été prises ont toujours été incitatives, à l'aide de primes, subventions. Alors il y a aussi des gros questionnements sur le reste à charge de tout ça quand on engage des travaux assez lourds de rénovation énergétique. Mais à un moment donné, on l'a déjà dit, ça ne pourra pas passer par soit une taxation supplémentaire sur les produits nocifs sur l'environnement ou la santé, des TVA qui puissent être, comme vous l'avez dit, renforcés ou allégés selon les types de produits. Et puis une vraie promotion. On regarde souvent au coût. Malheureusement, hein, il faut savoir que ce coût, quand on le considère d'un point de vue élargi, notamment au point de vue des territoires, il est particulièrement intéressant. Parce que François va peut-être pouvoir en parler, parce qu'il est assez spécialiste de la question, mais on a affaire à des filières locales d'origine agricole qui créent de l'emploi, qui permettent de réancrer des populations dans les bourgs et petites communes, qui ont un ensemble d'externalités positives qui sont très difficiles à valoriser d'une manière économique.
Et donc c'est vrai que même si moi j'ai pas de solution précise à apporter là-dessus, c'est vraiment cette dimension, c'est comment on fait pour sortir d'un système uniquement monétaire et pour vraiment prendre en compte l'ensemble de ces externalités. Je pense que c'est toute la difficulté. Juste pour conclure, pénaliser le carbone et inciter l'économie locale. C'est la même chose avec toutes les associations d'énergie partagée et tout ça. Il faudrait trouver un moyen de les aider pour que déjà que les gens puissent être au courant parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire de la pub et pour aller de plus en plus vers ces choses-là. On va trouver et on commence à avoir des petites idées sur ce qu'on va proposer, sur les manières déjà de proposer une information via des guichets uniques, mais qui seraient en capacité d'avoir un vrai service public de la rénovation. Et bien sûr de mettre ça en lien avec les matériaux biosourcés. C'est-à-dire qu'il y a un croisement à faire, il y a une filière du bâtiment qu'il faut faire évoluer, qu'il faut, dans le sens où on ne va pas l'inciter, on va peut-être la contraindre. Parce qu'il va falloir y aller sur les nouveaux matériaux et ça amènera aussi à une baisse des coûts. Parce que forcément aujourd'hui ça coûte plus cher de rénover avec des bons matériaux, mais ça coûte cher. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a peu d'artisans qui savent le faire, il y a peu d'architectes qui savent le faire, il y a peu de promoteurs qui sont capables de le proposer, et aussi parce que les matériaux, il y a peu d'industrialisation de leur mise en production. Donc forcément, là, il y a des leviers et ils sont très très bien identifiés et on sait que localement, il y a beaucoup de choses à faire. On sait qu'en Normandie, il y a de la paille, on sait que dans d'autres régions, il y a moins de paille, mais il y a d'autres matériaux qui sont utilisables. Là, c'est des choses à faire. On va vraiment faire la formation, faire le changement de cette branche du BTP qui a besoin un petit peu d'être secouée. Et en plus, elle n'est pas contre. On a rencontré la Fédération française du bâtiment. Elle n'est pas contre si elle est accompagnée, si du début de la chaîne à la fin de la chaîne. Donc voilà, c'était pour répondre très rapidement sur ces deux points. Alors Christian, sur l'habitat participatif, aussi, là, il y a... Alors moi, je vais surtout faire un témoignage d'un projet dans lequel je me suis inscrit il y a déjà pas mal d'années et qui a été réalisé. En fait, à l'origine, c'est la rencontre entre deux personnes. Pascal Gourdeau, qui était à l'époque animateur à l'Ardès, qui était donc très axé sur les questions sociales, et moi-même qui était salarié de l'ADEME et plutôt axé sur les questions énergie renouvelable. Et donc, on a imaginé tous les deux de monter un projet collectif de construction de maisons particulières. Et je ne vais pas vous raconter toutes les péripéties parce que ça a été un peu compliqué, mais je sais bien. Et en plus, ça prendrait vraiment beaucoup de temps, ça a duré pas mal d'années. Et on a abouti à un projet qui a maintenant bientôt 9 ans, dans lequel on habite depuis bientôt 9 ans. Et ce projet comporte 13 maisons en habitat partagé, 13 familles donc, qui se sont associées à cette histoire, cette belle histoire. 3 grandes lignes, si vous voulez. La première grande ligne, c'était sous mon impulsion, nécessité d'utiliser des matériaux naturels et des énergies renouvelables. On l'a atteint à 95%. On n'est pas à 100%, mais on n'est pas loin. On est sur des habitats en bois et en paille, isolés à la chaux naturelle et à la terre à l'intérieur, enfin, pour ce qui est des enduits, et équipés de systèmes de chauffage soit au granulé bois, soit aux bûches, avec chauffe-eau solaire pour la production de chaude sanitaire. On n'est pas allé jusqu'au... donc, elles sont bien sûr de type solaire. Ces habitats sont de type solaire. C'est-à-dire qu'on est sur du solaire passif. On chauffe nos habitats à travers les vitrages placés plein sud. Et ces vitrages représentent à peu près 60% de la façade sud, autour de 60%. On n'est pas allé jusqu'au photovoltaïque pour des raisons de coût. On aurait voulu, enfin, on aurait pu peut-être le faire. À l'époque, le photovoltaïque était encore relativement cher, mais si on avait pu installer un peu de photovoltaïque sur nos toits, on était totalement autonome sur le plan énergétique. Donc on est tout prêt. Voilà. Maintenant, on a fait aussi une maison commune, ça c'est sur l'aspect social, j'y reviendrai. On a fait aussi une maison commune, une maison partagée, qui appartient à tous, dans laquelle on se réunit régulièrement. On invite toutes les associations qui souhaitent se réunir à venir là, et on y fait aussi de temps en temps des fêtes. Et on envisage de mettre du photovoltaïque sur cette toiture, c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement, pour compenser en fait nos consommations d'électricité, bien que nous soyons tous chez NERCOP. Voilà.
Donc, sur le plan social, c'est un terrain qui est à Louvigny, enfin, c'est une parcelle qui était la dernière parcelle qui était à vendre sur Louvigny. La mairie de Louvigny a joué le jeu, a accepté qu'on fasse ce projet. Il était quand même assez incertain à l'époque. Le maire, qui est toujours le maire d'ailleurs, Patrick Ledoux, a vraiment joué le jeu jusqu'au bout, contre d'ailleurs son aménageur, la Schéma, qui, elle, n'en voulait pas au départ. Et puis petit à petit, on a réussi à les convaincre. On était autopromoteurs, ça c'est l'autre aspect. On était autopromoteurs de ce projet, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui avons suivi tout cet aspect, qui n'est pas simple, financement, autorisation légale. Enfin bon, on est parti par exemple sur un système de SCC, Société Coopérative de Construction. Société Coopérative de Construction n'existait plus. Il avait été utilisé une fois sur Hérouville au niveau national et n'avait jamais été réutilisé. On a eu la chance de rencontrer un notaire qui nous a dit « Prenez ce système, c'est vraiment beaucoup mieux que les SCI et autres systèmes juridiques. » On l'a utilisé et maintenant il est rentré dans la loi. Sur l'aspect social, on a souhaité qu'il y ait mixité d'âge et mixité sociale. Donc ça, on y est parvenu. Les plus jeunes à l'époque avaient 23 ans. La personne la plus âgée qui était dans le projet avait 18 ans à l'époque, 77 ans. On a souhaité aussi ne pas avoir chacun nos parcelles de terre, mais de mettre en commun une partie des terres qui nous revenaient. À savoir, on a donc nos maisons, un petit terrain qui nous est propre pour notre vie et notre intimité, et l'essentiel du terrain qui a été mis en commun. Alors, on a des potagers chacun individuellement pour ceux qui le souhaitent. Tout le monde ne souhaite pas un potager, mais j'ai monté avec d'ailleurs Laetitia qui était présente tout à l'heure, qui a présenté la COP 5%. On a mis en place un jardin partagé à proximité. Le levier que moi j'imagine, en tout cas, parce que c'est dans nos propositions, on va traiter de la rénovation globale et on va traiter de la manière de la rendre un peu coercitive, notamment pour les bailleurs. C'est-à-dire qu'on va essayer de dire que voilà, les passoires thermiques c'est fini, on va se donner une date butoir et on va dire qu'il faut que le parc immobilier soit rénové. Après, comment ? Sans pollution, et avec les matériaux biosourcés, avec bien sûr tout ce qu'on a dit avant. C'est dans l'idée. Exactement. Mais tout doucement, c'est en train d'évoluer. En tout cas, c'est ce vers quoi on va tirer. Et donc, à partir de là, le levier, ils seront là. C'est-à-dire que, vu qu'il y aura des rénovations obligatoires avec des matériaux propres, s'ils veulent des financements publics, parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre, c'est s'ils veulent des financements, que ce soit le bailleur privé ou même le propriétaire pour sa maison, ou le petit bailleur privé qui a juste une location, ou le grand bailleur privé ou le bailleur public, ils vont devoir rénover. Et à ce moment-là, on pourra les pousser à utiliser ces matériaux biosourcés, à les faire de manière éco-responsable, parce que de toute façon, ce seront les nouvelles normes. À partir de là, on voit que la norme 2020 est déjà un tout petit peu mieux. On peut encore aller beaucoup plus loin, et c'est ce vers quoi on va essayer de tirer. Elle est encore loin d'être appliquée. Bien sûr. 2020, mais c'est pour montrer que l'évolution des normes, elle avance doucement. Elle avance quand même, il faut toujours le dire, mais il faut quand même pousser à ce que ça aille plus loin, et là-dessus, il y aura des leviers. Oui, je me suis souvent demandé s'il était envisageable, voire possible, de rendre quasi obligatoire la rénovation d'une toiture, de tout passer en solaire. En fait, c'est justement un peu ce qui se passe en ce moment avec la convention E+, C-, donc énergie de plus en plus et carbone de moins en moins. Le truc qu'on voit très très bien apparaître, c'est qu'en fait, on s'en foutra de la consommation énergétique d'une maison tant qu'elle produira beaucoup d'énergie. Et donc, c'est typiquement contraire à la démarche Négawatt, qui est de dire sobriété d'abord. Et si on arrive à une super sobriété, eh ben d'accord, on voit qu'est-ce qu'on fait comme énergie renouvelable pour compléter les manques d'énergie. Mais on ne change pas de modèle d'énergie avec du renouvelable. On ne fait que rajouter un peu d'énergie renouvelable à tout le panel d'énergie. On n'a jamais diminué notre consommation d'énergie avec du renouvelable. Jamais. C'est exactement ce que j'allais dire, mais tu l'as mieux dit que moi, c'est le fait qu'on vise la baisse de consommation. L'idée, c'est pas de produire plus pour pouvoir consommer plus, c'est de simplement consommer moins. Et après, il restera toujours une part qu'il faudra produire, et à ce moment-là, on réfléchira pourquoi pas à la rendre ultra-locale, parce que c'est même plus du local, à ce moment-là, c'est de l'ultra-local, c'est de l'autoconsommation. Mais aujourd'hui, en plus, au niveau carboné,
l'autoproduction n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Autant le faire à une échelle un peu plus globale, à une échelle plus régionale ou départementale. Là, à ce moment-là, il y a des leviers à tirer. On y arrivera peut-être quand les technologies seront là, mais là, concentrons-nous sur la baisse de consommation où il y a déjà, on peut baisser de 60-70% la consommation d'une maison. C'est pas rentable économiquement. Non. Rentable environnementalement parlant. Enfin, moi, c'est comme ça que je... Oui, alors moi j'aurais une question, c'est pas sur la construction des logements, mais plus sur l'utilisation. Est-ce que c'est prévu d'obliger le recyclage et le compostage en fait en ville? Parce que la mairie de Caen est proposée de faire du compostage collectif sur demande, mais il faut que le syndicat de copropriété soit d'accord. Et la plupart du temps, ils s'en foutent et ils le font pas. Et ils répondent même pas quand on leur envoie des messages. Donc est-ce que c'est prévu de l'obliger, ça, ou au moins de l'organiser, ou alors les déchetteries, est-ce qu'elles pourraient trier, enfin au moins le rendre obligatoire, quoi. Alors là, pour le coup, c'est très très précis comme question, donc je ne suis pas certain qu'on l'ait déjà abordé exactement sous ce sens-là. Dans un sens plus global, oui, parce qu'on réfléchit beaucoup aux thématiques du recyclage, du début de la chaîne à la fin de la chaîne, et aussi de savoir comment faire que ce recyclage soit accessible à tous. Et bien sûr, il y a des problématiques plus complexes dans les grandes villes, où on voit bien les problématiques d'immeubles, et moi j'ai fait des réunions publiques aussi à Paris, où effectivement ils me ressortent beaucoup plus cette problématique-là, qu'à la limite on peut l'entendre en Normandie, où c'est beaucoup plus d'habitation solo que collective, mais on le ressent bien même à Paris, ils nous le demandent, ils nous disent oui mais nous on n'a pas les moyens de le faire, ou on n'a pas les moyens de bien recycler. Aujourd'hui en France on a souvent droit qu'à 2 poubelles de toute façon, c'est la jaune et la normale. Mais sur le compostage, je veux dire, c'est que c'est pareil, parce que en fait, c'est une nouvelle zone de déchets en plus qu'il faut rajouter, qu'il faut aménager, qu'il faut mettre quelque part. Et souvent, dans les habitats collectifs, effectivement, ils ont parfois pas envie de s'en occuper. Parfois, c'est pas le cas, parce qu'il y a des exemples où ça se fait très bien, où on voit dans les sous-sols, où ça ménage des espaces qui sont destinés à ça. Mais après, c'est plus une volonté aussi de la copro de le faire. C'est pas forcément toujours à la loi d'imposer, mais c'est aussi parfois... Non, parfois, mais c'est mieux quand ça vient directement de la collectivité, quand c'est les gens qui prennent la position de voter ce genre de choses. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je me dis qu'on a aussi notre rôle de citoyen à agir, même si je comprends bien parfois les freins. Hein, on n'est pas tout seul et c'est dur d'agir contre les autres. Encore une question? Ouais, alors, non, moi, je voulais répondre sur le compostage. Au niveau du compostage de pied d'immeuble, à Caen, ça se pratique. Il y a environ 25 à 30 résidences qui le pratiquent depuis maintenant... Ça a commencé dans le début des années 2000, et maintenant il y a 25 à 30 résidences qui le pratiquent. Et le compostage dont tu parles, je pense, il était mis en place par la ville de Caen sur un titre d'expérimentation sur l'îlot Saint-Jean. Hein. Et là, l'expérimentation fonctionne bien sur les bâtiments où il a été mis en place. Et il y a également quelques restaurateurs, ils sont une dizaine, qui participent à cette expérimentation-là. Hein. Et la ville de Caen, en fonction du résultat de cette expérimentation, va le développer soit de la façon dont elle le fait sur l'îlot Saint-Jean, parce que parallèlement, ils ont également mis en place 3 composteurs de quartier sur la ville, à titre expérimental, pendant 2 ans. Et au bout de ces 2 ans-là, 2 années, ils vont prendre des décisions pour savoir est-ce qu'on fait du collectif. Et dans ce cas-là, les déchets verts seraient récupérés en pied d'immeuble et emmenés sur un composteur collectif qui se trouve sur la... Et c'est la maison des gens qui circulent en vélo, là je ne me souviens plus l'entreprise. Il y a actuellement une expérimentation pour le collectif, et dans 2 ans, il y aura une décision de prise au niveau de la ville, savoir est-ce qu'on le fait vraiment tout collectif ou dans chaque résidence. Me permet une remarque, du coup, si on est sur le compostage, on pourrait aussi arrêter, bien sûr, de faire nos besoins dans l'eau potable. Hein. Et du coup, penser à récupérer cette masse d'énergie pour nos jardins et nos potagers. Alors à Caen, il y a des gens qui ont des toilettes sèches dans des maisons en ville. Ça marche très bien.